19h, temps universel à Bamako, d'où nous émettons. Merci de votre constante fidélité. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale, africaine et internationale. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. L'IMAMA, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, a initié un événement ce samedi 12 novembre 2016 portant déclaration de la grande mosquée de Bamako relative à la dégradation des mœurs au Mali. En raison justement de cette dégradation de l'état des mœurs dans notre pays, il est du ressort des religieux de dénoncer le mal et le rôle revient au pouvoir public de l'empêcher, d'où la nécessité impérieuse de cette déclaration à l'issue de laquelle les imams et érudits maliens ont pris d'importantes décisions allant dans le sens du rétablissement de l'ordre public et moral qui nous interpelle tous. Tout chef de famille qui s'associera désormais à l'organisation d'un balanicho par exemple sera sans équivoque considéré comme ennemi public numéro 1 des imams et érudits. Par conséquent, aucun imam ne l'assistera ni dans un baptême, ni dans un mariage, ni même en cas de décès. Et tout imam qui, dans ces circonstances, trahira la limama sera tout simplement banni de ce regroupement hautement religieux. Je vous propose d'écouter le chef de cabinet du ministère des Affaires religieuses et du culte, suivi des impressions de l'imam Mohamed Diko. Cette déclaration faite aujourd'hui vient à point nommé, parce que chacun et chacune de nous aujourd'hui sait ce que traverse aujourd'hui notre pays. Et dans tout ce qui a été dit, l'appel lancé par l'imam, nous retenons deux choses. Parmi les problèmes, les raisons pour lesquelles ils sont amenés à faire cette déclaration et à prendre cette position aujourd'hui, parce qu'il y a des phénomènes aujourd'hui dans notre pays, plus précisément à Bamako. Il y a d'abord la dégradation des mœurs à travers ce qui se fait dans les manifestations comme Balamicho et autres. Il y a trouble à l'ordre public. Et ces deux choses-là sont combattues naturellement par nos autorités. Nous avons les mairies, les gouvernements du district, la brigade de mœurs qui est là pour veiller à ce que l'ordre public ne soit pas troublé, pour veiller à ce que les mœurs soient sauvegardées, protégées. Et ça, c'est un combat du gouvernement. Donc ce que l'imam a fait aujourd'hui, ça renforce la position du gouvernement. Et je suis sûr que les départements impliqués, parce que ce n'est pas un seul département, tous les départements impliqués prendront toutes les responsabilités. Ils vont accompagner l'imam dans cette démarche-là pour qu'on puisse retrouver la sérénité, la quiétude, la paix que nous avons toujours connue, pour qu'on puisse retourner à nos valeurs traditionnelles. On avait l'habitude dans nos traditions de jouer, de s'amuser, mais ça se faisait autrement et de belle manière. Il faut qu'on retourne à nos racines et pour protéger nos mœurs et pour qu'on puisse retrouver la sérénité, la sécurité qui était vraiment une fierté nationale parmi tous les pays de la sous-région. Aujourd'hui, on est en train de le perdre, mais à travers ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes rassurés que nous allons nous ressaisir, que les uns et les autres vont tirer les leçons de tout ce qui a été dit aujourd'hui. La rencontre est une initiative de l'IMAMA, l'organisation des imams du Mali, relative à la dégradation des mœurs dans notre pays. Je crois qu'ils ont fait un travail de rappel pour nous tous et pour les autorités et pour tous les citoyens de ce pays. Je crois qu'aujourd'hui nous devrons vraiment nous mettre ensemble pour essayer vraiment de jouer la sentinelle pour notre pays. Et ça, ce travail-là, ils l'ont fait et ils ont associé tout le monde. On les salue vraiment pour cette initiative très heureuse. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit se mettre ensemble pour préserver notre jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Non seulement les préserver pour aller vraiment à l'encontre de ces comportements de mœurs dégradantes, mais aussi préserver notre jeunesse pour ne pas tomber dans la violence aussi qui est aujourd'hui dans notre pays. Je crois que c'est ça le message, l'essentiel du message qui a été livré aujourd'hui. Et nous sommes très heureux d'être là avec les imams et de participer vraiment à cette assemblée de conscientisation de la jeunesse malienne.
En prélude à la célébration de la journée mondiale des toilettes prévue le 19 novembre de chaque année, l'association dénommée Eau Vive Mali organise une journée de sensibilisation et d'information dans ces zones d'intervention. Pour cette édition, le choix s'est porté sur la commune rurale de Ngabakoro-Droit pour la distribution des kits d'hygiène dans le but de renforcer l'entretien des latrines en milieu scolaire ainsi que dans les centres de santé communautaires. La cérémonie s'est déroulée ce samedi matin en présence des autorités locales, politiques et administratives. Moussa Fomba et Ibrahim Koulibaly étaient présents pour Chérifla Actualité. À l'instar des autres pays de la communauté internationale, le Mali, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et ses partenaires, célèbre depuis 2001 la journée du 19 novembre, dénommée Journée mondiale des toilettes. Et l'association Eau Vive Mali s'inscrit dans cette démarche collective en contribuant à l'amélioration de l'assainissement et le bien-être de tous. Après Bankoumana, Madina Sako et Moutougoula, c'est la commune rurale de Ngabakoro-Droit, située dans le cercle de Kati, dans les périphéries de Bamako, qui abrite cette journée. L'ONG Eau Vive est une association de solidarité internationale qui œuvre dans les pays du Sahel, notamment au Mali, au Burkina, au Niger, au Togo et au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cette journée à l'école de Ngabakoro-Droit. Ngabakoro-Droit, c'est un centre d'intervention de l'un des programmes de l'ONG Eau Vive, notamment le programme Pactea 2. C'est un programme d'accès d'appui aux collectivités territoriales. D'abord pour sensibiliser le grand public par rapport à l'importance et l'utilisation des toilettes en lien avec la santé. Et en deuxième position, pour faire un plaidoyer aux leaders communautaires, aux acteurs, aux autorités, pour pouvoir insérer l'assainissement dans leur budget. Aujourd'hui, nous sommes en Ngabakoro-Droit pour célébrer cette journée qui est une occasion pour nous de faire un plaidoyer en faveur de l'assainissement, c'est-à-dire avoir quand même des lieux décents pour l'assainissement, mais au-delà de ça, au-delà des toilettes, savoir les entretenir et penser aussi à en créer pour quand même les différents genres qu'il y a chez nous, surtout les femmes et les enfants. Je pense que c'est un aspect assez important. L'association Eau Vive et ses partenaires mettent à la disposition de l'école publique de Ngabakoro-Droit des latrines VIP permettant d'assurer des conditions d'hygiène auprès de nos apprenants et insérer la pratique d'hygiène au quotidien. Une infrastructure dont la réalisation s'élève à hauteur de 4 millions de francs CFA. Eau Vive Mali principalement a comme cœur de métier l'eau et l'assainissement. Mais nous travaillons globalement pour le développement à travers l'appui aux collectivités. Donc les besoins de développement nourris à la base. Donc principalement Eau Vive travaille sur ça. Donc tout ce qui est appui à l'éducation, appui à la formation, donc aux collectivités et globalement à la décentralisation, nous y travaillons assez souvent. Les autorités locales, politiques et administratives ne peuvent que se réjouir de cette initiative et lancent un appel pressant aux populations de la commune de Ngabakoro-Droit pour un bon usage de ces latrines VIP. C'est un sentiment de fierté parce qu'une journée mondiale célébrée dans la commune de Ngabakoro-Droit, parmi tant d'autres, c'est une fierté pour nous et on salue effectivement les initiateurs de cette journée, ONG Eau Vive et ses partenaires. En tant que représentant de l'État, j'exhorte toute la population de Ngabakoro-Droit vraiment à aller dans ce sens, vraiment à donner un bon exemple, un exemple qui va inciter d'autres arrondissements, d'autres communes, d'autres contrées, vraiment pour qu'à l'échelle nationale, le Mali puisse être cité comme un exemple dans ça. C'est un grand sentiment, le fait que ma commune abrite des cérémonies façon en République du Mali. Bon, je ne fais que les féliciter pour cet honneur, parce que c'est rare dans la vie d'un homme. On les félicite beaucoup d'avoir célébré cette cérémonie mondiale dans la commune de Ngabakoro-Droit. La cérémonie a été clôturée par des messages de sensibilisation et d'information des femmes et jeunes filles sur le lavage des mains à l'eau et au savon, les séances de jeux concours et distribution de kits d'hygiène dans les écoles, la proclamation des résultats et la remise de prix aux écoles.
À présent, actualité hors de nos frontières. Le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Jean-Marc Ayrault, était à Conakry vendredi après une visite au Sénégal. Le chef de la diplomatie française a eu des entretiens avec les autorités guinéennes et pris part à la cérémonie de commémoration des anciens combattants du cimetière de Boulbiné ainsi qu'à la pose de la première pierre de l'Institut Pasteur de Guinée. Nous retrouvons Moussa Fomba pour cet autre commentaire. 5 mois après la fin du dernier épisode d'Ebola, la Guinée va se doter d'un institut Pasteur, fruit de la coopération franco-guinéenne. La cérémonie de la pose de la première pierre et du lancement des travaux a été co-présidée vendredi 11 novembre par Alpha Condé, le président guinéen et le ministre français des Affaires étrangères. L'accord de coopération pour la création de cet institut avait été signé en novembre 2014 lors d'une visite hautement symbolique du président français François Hollande en pleine épidémie d'Ebola en Guinée et dans la sous-région. Jean-Marc Ayrault a qualifié ce nouvel institut, le 33e du réseau international des instituts Pasteur, de symbole de cette solidarité que la France apporte à la Guinée. Il aura pour mission de répondre aux urgences épidémiques, participer à la surveillance et à la recherche sur les maladies infectieuses et former les scientifiques guinéens dans la prévention des épidémies dans le pays et dans la sous-région. Après la Guinée-Conakry, direction la Côte d'Ivoire où le prix du kilogramme de coton en graines pour la campagne 2016-2017 a été fixé mercredi dernier à 265 francs CFA par le gouvernement ivoirien contre 250 francs CFA lors de la dernière campagne, soit une augmentation de 15 francs CFA. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Koné à l'issue d'un conseil de ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous retrouvons Youssouf Koulibaly pour ce commentaire. Campagne 2015-2016 s'élevait à 250 francs CFA le kilo, correspondant à 64% des prix CAF, donc supérieur aux 60% prévus par la réforme, selon les explications du porte-parole du gouvernement ivoirien. Il estime que cet appui s'avère conséquent dans la mesure où ce relèvement permettra de relancer la production, de remobiliser les producteurs, de remonter le nombre de producteurs et d'augmenter la superficie mise en production, donc d'accroître sensiblement la production lors de la campagne 2016-2017. Cette campagne a été caractérisée par une baisse de la production de coton-graines à 310 000 tonnes contre 450 000 tonnes en 2015, donc 31% de moins. Les autorités ivoiriennes imputent cette baisse de production principalement aux facteurs climatiques. Une baisse du nombre de producteurs qui est passé de 121 305 à 113 532 a été également notée, ainsi qu'une baisse de la superficie mise en production et une baisse de 30% des revenus payés aux producteurs. En revanche, au plan qualitatif, on note une amélioration de la qualité de coton produit avec un taux de 48% de fibres de type supérieur contre 13% au cours de la campagne précédente, a conclu le porte-parole du gouvernement. La Côte d'Ivoire et le Ghana ne sont pas du tout loin. Donc, Nana Konadou Aguema, c'est l'épouse de l'ancien président Jerry Rawlings qui figure parmi les 7 candidats à l'élection présidentielle ghanéenne dont les dossiers ont été déclarés recévables par la commission électorale. Une inquiétude pesait sur le calendrier du scrutin. 8 prétendants avaient saisi la Cour suprême après que la commission électorale a rejeté leur dossier de candidature. La Cour suprême a toutefois autorisé certains d'entre eux à corriger les erreurs contenus dans leur dossier et à faire de nouveaux actes de candidature. L'ancien président Jerry Rawlings est considéré comme le père de la démocratie au Ghana, qu'il a dirigé de 1981 à 2001. L'élection présidentielle ghanéenne est donc prévue le 7 décembre 2016. Voilà, et nous retrouvons tout de suite Kafouné Bathily pour le tour d'horizon de l'actualité internationale. Là, c'est en bref et en images. La Commission de l'Union européenne a annoncé une allocation d'urgence de 78 millions d'euros aux organisations humanitaires œuvrant au Soudan du Sud, mais également à celle de l'Ouganda. Présent dans plusieurs camps de déplacés, le commissaire de l'Union européenne à l'aide humanitaire s'est réjoui de l'accueil réservé à ces réfugiés en Ouganda.
Ces fonds alloués à l'Ouganda permettront de répondre au manque de logements et aux besoins de première nécessité auxquels font face les ONG. Depuis le début de la guerre civile dans ce pays, l'Union européenne a déjà fourni près d'un demi-milliard d'euros d'aide humanitaire. Depuis l'élection de Donald Trump mardi dernier, des manifestations ont régulièrement eu lieu pour dénoncer ses promesses de campagne, dont le projet de construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis et sa politique contre l'immigration clandestine, entre autres. La présidence Trump inquiète plus d'un en Amérique. Son carnet d'adresses et son CV avaient été moqués par le président Barack Obama lors de la campagne électorale. Faisant fi de ses critiques, le clan Trump a annoncé à former son équipe pour mettre en œuvre son programme. Vendredi dernier, des protestations se sont étendues à certaines villes des États de la Floride et de la Géorgie. Des États où le candidat républicain a remporté le total des grands électeurs. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues, criant des slogans anti-Trump. Rappelons que le nouveau président américain doit prendre fonction le 20 janvier prochain. Donc à cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente semaine, et avant de vous souhaiter excellente semaine, excellent week-end à toutes et à tous, et à très bientôt sur Chérifla TV. Merci.